Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur ce plateau de Dixit. Aujourd'hui, on reçoit la papesse de nos carrières. À elle, elle rassemble 30 millions de personnes dans un endroit. Cet endroit, c'est LinkedIn, un réseau hyper puissant. Notre invité du jour, c'est Fabienne Arata. Bonjour Fabienne. Bonjour Olivier. Merci beaucoup. On sait que votre temps est précieux, compté. Alors, à nouveau, merci beaucoup pour la venue. Avec grand plaisir. Fabienne, en préparant cette émission, alors vous l'avez déjà dit pas mal dans les entretiens, mais vous rayez de Cagne. Finalement, les maths, c'est pas trop votre truc. Et puis, finalement, c'était un parcours étudiant, un pari étudiant qui vous emmène chez IBM, puis après, bien sûr, chez LinkedIn. Est-ce qu'on peut se dire que finalement, le hasard fait peut-être aussi bien les choses que parfois un parcours de carrière ? Alors, je dirais plutôt le hasard des rencontres. Ah oui. Puisqu'effectivement, comme vous l'avez dit, mon entrée chez IBM s'est faite sur la base d'un pari. C'est ça. Donc déjà des rencontres sous une certaine forme. J'y suis restée près de 22 ans parce que ces 22 ans ont été jalonnés de rencontres merveilleuses qui ont été également des amitiés que j'ai toujours d'ailleurs. Et puis ensuite, mon passage chez Manpower, encore des rencontres. Et mon arrivée chez LinkedIn sur la base du réseau et des rencontres également. Également, il y avait 22 ans, vous l'avez dit, chez IBM. Qu'est-ce qui vous a retenu si longtemps? Est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui plusieurs vies dans une entreprise? Absolument. Ce qui m'y a retenu si longtemps, ce sont les deux choses qui m'ont fait rentrer au final. Si effectivement je me destinais pas du tout à la tech. La première des choses, ce sont les valeurs de cette entreprise et la culture d'IBM à cette époque où les valeurs étaient fondées sur énormément d'éthique et de volonté de transformer un certain nombre de choses dans notre quotidien à tous par la technologie. Et puis la deuxième chose qui m'y a fait rester, c'est l'opportunité que j'ai eue de changer de job quasiment tous les 3 ans et d'apprendre en permanence, de faire des choses radicalement différentes tout en restant dans la même entreprise. Est-ce que on peut parler de carrière brillante maintenant, est-ce que vous sentez que dans cette carrière-là, il y a eu un moment ou un déclencheur qui vous a fait passer d'un step à l'autre? Pas vraiment, parce que, encore une fois, dans ces 22 ans, je n'ai cessé d'apprendre et faire des choses radicalement différentes. Là où IBM était très en avance de phase d'un point de vue, et on pourra y revenir, d'un point de vue vision et stratégie RH, c'est que l'idée consistait à créer et à construire une culture apprenante et en gros à nous plonger régulièrement dans la piscine, à voir si on savait nager et puis voilà, on apprenait à nager. Et ça, c'était dans chacun de nos nouveaux jobs. Et en fait, j'ai toujours fait ça en bientôt 30 ans de vie professionnelle, un peu plus même, d'avoir cette volonté d'apprendre et c'est ce que j'ai la chance de pouvoir faire chez LinkedIn et surtout de l'offrir aux autres. 22 ans dans cette grande entreprise, comment on en part? Pourquoi on en part? On en part, alors les raisons peuvent être multiples selon chacun. En ce qui me concernait, il y avait une espèce de sentiment d'urgence de l'âge. Ah oui, c'est bien ça. J'allais avoir 45 ans et je me suis dit, soit tu y restes jusqu'à 60 ans et tu continues ton parcours, soit s'il y a un bout à faire ça. Soit, voilà, il faut que tu y ailles maintenant. Alors, c'était pas forcément très réfléchi, mais en tout cas, c'était fondé sur votre croyance à vous, parce que j'allais dire, croyance très-personnelle, avec absolument. votre expérience, la façon dont vous menez les choses, on a presque envie de se dire que l'âge n'a plus d'importance là-dedans. Oui, alors c'est peut-être un peu féminin, mais si, l'âge a beaucoup d'importance. En tout cas, il en avait. 15 rendez-vous pour décrocher le job chez LinkedIn. 15 entretiens. 15 entretiens. Bon, déjà, qu'est-ce qui vous motivait tant? Alors, ce qui m'a motivée, encore une fois, sont les rencontres que j'ai faites. Ce qui m'a frappée lors de ces 15 échanges, c'est la cohérence, la profonde cohérence, encore une fois, sur la culture et les valeurs. Parce qu'effectivement, elles peuvent être déclarées, décrites par une ou deux personnes, mais avoir une telle incarnation aussi authentique, aussi profonde, après 15 rendez-vous avec des personnalités radicalement différentes, qui à chaque fois, qui se vérifiaient, ça c'est assez frappant. Et puis la deuxième des choses encore plus frappantes, c'est que chacune de ces 15 rencontres m'ont toutes donné les attendus du rôle exactement de la même manière, ce qui est assez rare.
Sécurisant. Et profondément sécurisant. Et puis, évidemment, la vision et la mission de LinkedIn étaient quelque chose d'extrêmement motivant. Enfin, la raison pour laquelle j'ai eu ces 15 entretiens et cette durée de processus, c'est que c'était une création de rôle. Okay. Et que lorsqu'une entreprise de cette nature-là ouvre un poste nouveau, évidemment, le processus décisionnel est un peu plus complexe. Vous êtes à la tête d'une très belle entreprise tech. Une femme dans un monde qui reste un peu quand même dominé par les hommes. Est-ce que ça fait de vous... C'est un moteur? C'est une singularité? C'est une différence? C'est un défi? C'est devenu ni l'un ni l'autre. Okay. Et c'est devenu ni l'un ni l'autre parce que justement, et même si ça m'a pris un petit peu de temps, ça m'a pris quelques mois, on attend avant toute chose chez LinkedIn d'être qui vous êtes. Donc... voilà, je suis... Peu importe, finalement. Oui, absolument. En revanche, ce qui m'importe plutôt, c'est comment, dans mon rôle, je peux aider d'autres femmes. Une certaine forme de sororité quand même. Absolument, de connivence, Oui. d'entraide, et encore une fois, de magie des rencontres. Là, vous êtes tout en haut de cette entreprise. Comment vous vivez une certaine forme d'exercice du pouvoir? Ça change quand même beaucoup de choses d'être au pouvoir, aux commandes. Alors, je dirais plutôt aux commandes qu'au pouvoir. Oui. Pour moi, la notion de pouvoir, elle a toujours été très liée à la notion d'utilité et de construction. Donc, à partir du moment où j'ai l'opportunité de pouvoir construire, développer, oui, c'est une forme de pouvoir. L'une des raisons pour lesquelles j'ai également souhaité évoluer dans d'autres univers que les entreprises précédentes dans lesquelles j'étais, c'est que j'avais pas du tout envie de me transformer en une reine du tableur, certes pilotant virtuellement énormément de pays, énormément de personnes, mais in fine, ma marge de manœuvre en termes de construction d'impact réel, concret au quotidien, était probablement un peu plus limité que ce que j'ai la chance de pouvoir faire aujourd'hui. Donc pour moi, le pouvoir, c'est vraiment avoir un impact et construire. L'action. Quand on lit un peu sur vous, quand on se renseigne un petit peu sur vous, il y a quand même des vrais dénominateurs communs, particulièrement l'attention à l'autre, la confiance. Alors effectivement, vous le vivez dans chacune des boîtes que vous traversez, mais finalement, ça vous est un peu propre. D'où tenez-vous cette forme d'humanité? Peut-être parce que d'abord, j'en ai profondément besoin. Ouais. J'ai profondément besoin d'évoluer et de construire un environnement de confiance. Ça, c'est la première des choses. Et probablement parce que lorsque je suis arrivée sur le monde du travail, c'était les années 90 et puis 2000, les styles de management et les attendus étaient... en termes de posture, d'image, radicalement différents. Et voilà, j'ai probablement manqué à cette époque-là, à titre personnel. Un management plus enveloppant, plus tourné vers l'autre. Oui, ou en tout cas, plus confiant a priori. Ah, ok, a priori. Voilà, c'est a priori, on fait confiance. Alors ensuite, il peut se passer des tas de choses dans un quotidien. C'est très anglo-saxon, presque, cette mentalité. Alors, je sais pas si c'est anglo-saxon. En tout cas, c'est quelque chose qui m'est important. Ouais. C'est la manière dont, en tout cas, je l'espère, mes équipes et les personnes avec lesquelles je travaille vous diront que je fonctionne. Mais oui, avoir confiance et c'est particulièrement important dans des environnements complexes, des marchés complexes, un environnement macroéconomique très compliqué aussi parfois, que d'avoir des relations de confiance, que ce soit avec ses équipes, que ce soit avec ses partenaires et que ce soit encore plus avec ses clients. 8 ans à la tête de LinkedIn, de 14 millions à 30 millions de membres sous votre direction. Donc c'est un plébiscite. À quel moment vous vous êtes dit, vous personnellement, peut-être même en tant que femme, en disant, ça y est, c'est bon, ça a pris? Alors, déjà par nature, je me dis jamais ça y est. Okay. On n'est pas arrivé. Voilà, même si effectivement 30 millions, c'est 90% de la population active française. Mais pour autant, voilà, comment continuons-nous de
satisfaire dans leur quotidien professionnel et dans leur parcours professionnel ces 30 millions de membres qui engagent sur la plateforme. Il y a eu, je dirais, 3 grands moments d'inflexion, ou en tout cas 3 marqueurs, qui sont 3 marqueurs en termes de partenariat avec nos clients d'une part et des acteurs majeurs de l'économie en France. Le premier a été le début de notre collaboration avec France Travail. Indéniablement, effectivement. Voilà, et que nous avons démarré il y a environ 5 ans. Aujourd'hui, nous avons un partenariat sur la transformation de ce qu'est France Travail et de ce que va devenir France Travail en termes d'accompagnement des entreprises principalement et de leur nouvelle offre de services. Donc ce chemin-là a été un marqueur et est un marqueur de notre empreinte pour l'économie, l'emploi et les compétences en France. Ça, c'est le premier. Le second, ce que nous avons co-construit avec le Crédit Agricole, qui a été une première mondiale pour LinkedIn, puisque c'était il y a environ 2 ans et demi de cela, la DRH Bénédicte Chrétien nous demande à nous rencontrer et elle nous dit voilà, la problématique en une seule phrase, je veux monter mon taux de recrutement en candidat interne de tel pourcentage à tel pourcentage. Qu'est-ce que vous faites pour moi ? La question peut paraître extrêmement simple. Elle est pour autant assez compliquée lorsque on s'adresse à 75 000 équipiers du Crédit Agricole partout en France, parce que ça veut dire de la mobilité interne, parce que ça veut dire de la donnée, parce que ça veut dire énormément de choses. Et donc, on a planché sur une solution qui a été maintenant et qui est maintenant reprise et déployée mondialement par LinkedIn, qui est la plateforme de mobilité interne offerte par LinkedIn à l'ensemble des entreprises. Donc, une énorme fierté que nous ayons pu développer ça avec une entreprise française. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est mon côté citoyen, bleu, blanc, rouge sur le sujet. Et puis le troisième, plutôt assez récent, qui fait la continuité des 2 que je viens de vous évoquer, c'est notre engagement en tant que mécène auprès des entreprises s'engagent, qui est une communauté de plusieurs milliers d'entreprises engagées en France, et la mise à disposition que nous avons faite de plusieurs dizaines de milliers d'abonnements premium pour soutenir l'effort et pour accompagner des jeunes en recherche d'emploi, en particulier issus des lycées professionnels, et puis des personnes plus seniors également en recherche ou en reconversion. La raison pour laquelle c'est un marqueur également de notre développement, c'est qu'encore une fois, ça s'inscrit pleinement dans les enjeux de notre pays que nous avons en termes d'accès à l'emploi des jeunes, de développement des compétences et d'allongement de la durée du travail pour les seniors. 90% de la population active est branchée aujourd'hui, connectée à LinkedIn. Ça vous oblige ? Profondément. C'est Quel est le poids que vous ressentez, vous, personnellement, au-delà de la technologie ? Au-delà de la technologie, le poids que je ressens personnellement, mais qui est le poids que chacun des collaborateurs de LinkedIn partout dans le monde ressent et sur lequel nous agissons, c'est le fait que nos membres, chacun des membres, vous, monsieur, madame qui êtes ici sur le plateau, puisse se dire je peux échanger n'importe quand sur la plateforme dans un environnement de confiance et j'ai un accès égal à l'emploi, égal au réseau, égal au contenu et à l'information, à compétences égales. C'est vrai. Donc, cette notion d'équité d'une part et de confiance d'autre part nous oblige profondément. C'est vrai, d'ailleurs, pour le dire aux gens qui nous regardent, la première mise en contact entre nous, ça s'est fait sur la plateforme. Ça aurait été dommage que ça soit autrement en même temps. Ne le faites pas, ne harcelez pas de... il y a quelques années, on le disait, je vais être un petit peu... pardonnez-moi cette petite familiarité, mais LinkedIn, c'était une boîte de CV en ligne quelque part. Aujourd'hui, vous diriez que c'est quoi ? C'est une plateforme, c'est un réseau, c'est un outil, c'est un média ? Ce que je dirais, c'est que dès le tout premier jour, notre ambition d'origine, elle a été et elle est toujours, et c'est ce qui est profondément chevillé au cœur et au corps de chacun des collaborateurs de LinkedIn,
d'offrir des opportunités économiques à chaque membre de la population active mondiale. Pour pouvoir le faire, ça implique que nous puissions accompagner chacun de ces membres dans leur parcours professionnel, peu importe le moment de ce parcours, peu importe ce qu'ils recherchent. Et globalement, dans notre quotidien professionnel, on recherche 3 choses. La première, on cherche un emploi. C'est-à-dire qu'on soit un jeune qui rentre sur le marché du travail, quelqu'un de plus expérimenté qui souhaite changer, quelqu'un qui veut changer à l'extérieur de son entreprise ou, comme je l'évoquais précédemment, à l'intérieur sur des parcours de mobilité. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, j'ai besoin de me connecter parce que j'ai besoin d'accéder à une information, d'avoir quelqu'un qui m'aide, de trouver des clients, de prospecter, de rechercher des fonds, etc. Donc, j'ai besoin de construire mon réseau. Et puis, la troisième chose en tant que professionnel, j'ai besoin d'être à jour sur l'information professionnelle et économique de mon métier, de mon secteur d'activité. Et puis, on y reviendra forcément, j'ai besoin d'être à jour de manière de plus en plus rapide sur de multiples sujets en termes de compétences. Et donc, ces 3 sujets-là ont toujours été les ingrédients qui allaient fonder ce que nous sommes maintenant. Alors certes, évidemment, ça a commencé par le sujet emploi. Et pour commencer par le sujet emploi, il fallait être en capacité de présenter le professionnel. Alors je dirais pas CV, je dirais plutôt image composite d'une personnalité professionnelle. C'est plus éloquent que ce que j'ai dit, vous avez raison. C'est surtout plus large, en fait. Parce que un CV, c'est assez... froid d'une part, et c'est assez statique. C'est un diplôme, des expériences, mais par exemple, si vous avez fait une pause professionnelle pour aider quelqu'un qui avait un souci de santé, vous avez développé un certain nombre de compétences. C'est toujours l'humain qui vous caractérise. Mais oui. Oui. Mais c'est également cela que les entreprises recherchent, et in fine, c'est là-dessus que se fonde la performance d'une équipe et d'une entreprise. Alors là, attention, je vais lire, parce que c'est vous qui l'avez dit. Vous dites que 25% de nos compétences ont changé en 5 ans. Et attention, 70% changeront d'ici 30 ans. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour un cadre qui a 45 ans, pour un ouvrier ou pour un dirigeant? Qu'est-ce que ça change, ce télescopage de la rapidité des choses? La première des choses que cela change, et cela nous l'avons anticipé depuis entre 3 et 5 ans maintenant, c'est la manière dont les entreprises recrutent, puisqu'elles ne recrutent plus simplement sur la base d'une expérience strictement équivalente à celle du poste pour laquelle elles recherchent, ni sur la base de tel ou tel diplôme profondément normé, mais elles vont recruter sur la base d'un socle de compétences. Et que chacun d'entre nous, in fine, nous sommes un portefeuille de compétences qui a vocation à évoluer, à se transformer, et également un socle de valeurs. Et lorsque vous êtes recruté pour ces compétences à l'instant T et celles que vous allez pouvoir également construire, mais vous êtes également recruté pour le socle de valeurs qui va ou pas correspondre à la culture et à l'ambition entrepreneuriale de l'entreprise en question. Et quand vous pensez cela en tant que professionnel, en disant voilà, mon portefeuille de compétences, quel est-il? Déjà, vous appréhendez beaucoup mieux ce que vous venez de souligner. Ensuite, 70% des compétences d'ici à 3 ans. Globalement, aujourd'hui, l'ensemble des professionnels d'une part et toutes les entreprises d'autre part, évidemment, sont confrontés à 3 grandes révolutions. La première, l'arrivée massive de l'IA générative qui va transformer tous nos métiers, le vôtre, le mien, etc. Et peut-être que vous l'avez déjà vu. La deuxième des choses, la transition écologique qui implique que beaucoup de métiers également disposent de compétences vertes. Et on le voit aujourd'hui sur les taux de recrutement, lorsque vous disposez en tant que cadre ou peu importe, quel que soit le niveau de seniorité d'un métier, d'au moins une compétence verte, vous avez 2 fois plus de chances d'être recruté parce que les offres, ces compétences-là sont très pénuriques et les offres sont croissantes. Et enfin, la troisième grande révolution, c'est la révolution démographique qu'on voit en France, mais partout en Europe. Et pour ces 3 raisons-là, évidemment, tous nos métiers se transforment et donc la nécessité pour chacun d'entre nous d'être dans la prenance constante et pour les entreprises en miroir, d'offrir des parcours et des moyens et des ressources pour que les professionnels puissent se former. Et donc, il faut apprendre toute sa vie. Oui.
Oui. A priori, tout le monde se rejoint sur ce point-là. Absolument. Mais je crois que, et ça c'est depuis le Covid, il y a une réelle prise de conscience de la part des professionnels, plus que des entreprises qui l'avaient déjà un peu anticipé. Mais pour être dans l'univers RH depuis de nombreuses années, combien sont les DRH, les directeurs de la formation qui, pardonnez-moi l'expression, mais ramaient pour faire venir les collaborateurs à telle ou telle formation, on comptait tous les no-shows, etc., etc., et c'était plutôt un peu prescriptif. Depuis la pandémie, on a vu une inversion de la demande, une appétence, une volonté de chacune, de prendre son destin en main, de se dire voilà ce que j'ai envie de faire dans mon job, et pour pouvoir le faire, quelles sont les compétences dont j'ai besoin, et donc, par conséquence, comment je me forme. Oui, et puis même, ils trouvaient du goût. Avant, ça vous avez raison, c'est un petit peu chiant de faire ce genre de choses. Maintenant, ils trouvent du goût, quoi. Voilà, et les modalités également de formation ont beaucoup évolué. Donc, voilà ce qui a fait cette évolution-là. C'est le cerveau, finalement, mondial du travail, LinkedIn, aujourd'hui. En fait, nous sommes à la fois effectivement un acteur du monde du travail et du recrutement, puisque nous avons à plusieurs égards contribué à la transformation des pratiques de recrutement et des modalités de candidature de la part des professionnels. Mais surtout, effectivement, nous sommes un observatoire. Et pourquoi sommes-nous un observatoire? C'est que si je prends le 1,2 milliard de membres dans le monde de LinkedIn, vous avez 5 grands points de données, donc ce 1,2 milliard de membres qui vont chacun avoir des compétences, des changements de poste, un certain nombre de données présentes dans leur profil. La deuxième des choses, c'est que vous avez des entreprises qui sont évidemment connectées, qui chacune d'entre elles poste également des offres d'emploi, ce qui nous donne un 3e point de données. Le 4e, c'est la taxonomie des compétences que nous évoquions tout à l'heure. Celle de LinkedIn est la plus large et la plus profonde du marché puisque c'est aujourd'hui 41 000 compétences. Nous travaillons d'ailleurs sur des partenariats avec France Travail de recherche, avec l'UE, sur un certain nombre de sujets tels que la portabilité des compétences. Et puis le dernier point de données nous sont fournis par les écoles qui, elles également, travaillent et engagent sur LinkedIn. Si vous prenez ce graphe, ce qu'en bon français nous appelons l'économie graphe, donc la cartographie digitale des emplois et des compétences, effectivement qui s'apparente à une GPEC, ce graphe-là, avec ces 5 points de données dans la volumétrie que je viens de vous évoquer, est mis 5 millions de fois à jour par minute. Donc c'est une GPEC temps réel. C'est ça. Ce qu'en tant que professionnel des RH, ce dont j'aurais rêvé il y a 10 ou 15 ans, quand on était sur des grands plans de transformation, etc., etc. Aujourd'hui, tout cela est rendu possible évidemment par la mise à disposition de la donnée, mais aussi et surtout par l'intelligence artificielle. On va y venir. Les valeurs humaines, on encore revient à ça avec vous, deviennent de plus en plus incontournables. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que plus on technologise, plus les valeurs humaines sont importantes? Les valeurs humaines, sans aucun doute, parce qu'on est, je pense, on est passé, si je reprends on va dire 3 grandes phases, d'une économie de l'information, 2010, d'une économie de la compétence, 2010-2020, où il n'y a pas si longtemps. Et nous allons rentrer dans une économie de la relation. Et on viendra fort probablement sur le sujet du réseau. Qui dit économie de la relation dit forcément valeurs personnelles qui vont faire que vous et moi, on va bien s'entendre ou qu'au contraire, on va dire, bon, ok, on bosse bien ensemble, mais on n'a pas forcément un débat des valeurs communes, etc. Donc l'importance des valeurs et la volonté de construire en commun est profondément importante pour l'efficacité de toute entreprise. Ça, c'est la première des choses. Ce qui me paraît encore plus important, avec en particulier l'émergence de l'IA, c'est la nécessité de ce qu'on appelle les compétences comportementales. Je vais prendre un exemple d'un des métiers qu'on connaît plutôt très bien chez LinkedIn, qui est celui des recruteurs. Aujourd'hui, sur les solutions LinkedIn, sont rendus possibles le fait de prompter en langage naturel « je recherche un commercial à Limoges ». Ce qui lui sauve du temps sur sa recherche, le filtre, etc., etc. Deuxième des choses, l'IA va pouvoir lui rédiger de manière automatique extrêmement rapide un mail, une description de poste
très ciblé par rapport à ce commercial à Limoges, parce que l'IA aura détecté que le taux de réponse sur la manière dont ça sera écrit, il y aura plus de chances que le candidat y soit attentif. Ouais. Toute chose, rédaction de job desk, rédaction de messages, qui ne sont pas forcément ce que préfèrent faire les recruteurs. C'est vrai. Qui va leur permettre de libérer un certain volume d'heures. Pour faire quoi? Pour faire De l'humain. de l'humain, mais surtout ce qu'ils aiment faire. Passer du temps qualitatif avec les candidats, donc créatif. de la relation. Passer du temps avec les managers qui recrutent, brainstormer, collaborer. La collaboration, l'esprit critique, et on le voit aujourd'hui sur les recherches des entreprises, sont les trois créativité, collaboration, communication, avec l'esprit critique, sont les 4 soft skills qui aujourd'hui sont les plus recherchés et qui montent en flèche dans les offres. L'IA, c'est pas nouveau pour LinkedIn. On recevait il y a quelques jours sur ce même plateau Luc Ferry, qui vient de sortir un bouquin qui dit l'IA, est-ce que c'est le grand remplacement ou est-ce que c'est collaboratif? Nous, sur notre média, il y a beaucoup de RH, le cabinet de RH. Qu'est-ce qu'on peut dire non seulement au cabinet de RH, non seulement au RH, mais également aux candidats de cette cogitation, en tout cas. On peut peut-être pas parler de peur, mais en tout cas de cogitation. Quel est le regard de la patronne de LinkedIn sur ce contrôle, ce dosage de l'IA? Alors, déjà, effectivement, vous parlez de cogitation, mais je pense qu'il faut être lucide. Comme toute révolution technologique, l'IA crée et peut créer de l'anxiété à plein d'égards. En revanche, si je prends l'exemple que vous citiez, qui est celui des DRH ou des cabinets de recrutement, aujourd'hui, ils sont confrontés à un marché de l'emploi, en France en particulier, qui est extrêmement complexe parce que très contrasté. On sait tous qu'aujourd'hui, les demandes de missions de recrutement pour les cabinets diminuent et effectivement que les entreprises diminuent leur demande de recrutement. En revanche, 87% des recruteurs, que ce soit dans les cabinets ou que ce soit dans les entreprises, estiment qu'en 2025, il est beaucoup plus difficile de trouver des candidats qualifiés. Et des candidats qualifiés sur les 2 sujets en particulier que j'évoquais, qui sont les compétences en IA, évidemment, l'ensemble des compétences tech qui restent pénuriques, et puis les green skills au sens large, tous métiers confondus. Mais pas seulement, on sait tous que les métiers de l'aide à l'enfance, l'ensemble des métiers du care, sont encore aujourd'hui en France éminemment pénuriques. Absolument. Nous travaillons avec France Travail et l'Université des métiers du nucléaire pour construire les métiers du nucléaire en France. C'est très compliqué. On sait qu'on va avoir, qu'il faut qu'on construise ça sur la durée. Donc ce contraste-là entre il y a une demande qui diminue, mais pour autant il est compliqué d'aller cibler les candidats dont on a besoin, qui plus est dans une contrainte de temps et dans une contrainte financière qui sont toutes deux de plus en plus prégnantes et qui sont les injonctions soit des COMEX, soit des directions financières auprès des DRH. Aujourd'hui, ils font état d'une profonde submersion. Ils opèrent à ressources contraintes. Typiquement, ce que leur propose l'IA, ce que leur offre l'IA, et c'est une conviction, et je pense qu'ils la partagent à plein d'égards, pour autant que cette IA soit mise en place. Et aujourd'hui, on est encore dans une mise en œuvre graduelle pour un certain nombre de raisons. Mais en tout cas, c'est une opportunité majeure pour les DRH que de reprendre leur souffle sur cette complexité de recrutement d'une part, mais sur leur capacité de mettre en œuvre des programmes d'upskilling, des programmes de motivation interne et de sortir la tête du guidon sur de l'opérationnel et des injonctions très héroïstes. Une position comme celle de LinkedIn aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle a de l'IA, elle a de la data, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire qu'elle devient presque prédictive sur le marché du travail ? Oui, nous avons la capacité, effectivement, anticiper certains mouvements. Anticiper un certain nombre de mouvements. Et les entreprises qui utilisent nos solutions d'insight, que ce soit nos solutions d'insight sur les sujets RH, que ce soit nos solutions d'insight sur les sujets de prospection commerciale ou évidemment sur les sujets marketing et communication,
peuvent opérer une veille des talents sur ce que nous appelons LinkedIn Talent Insight. Quand vous utilisez cette nature de solution, vous avez, par exemple, la faculté d'analyser un sujet qui m'est cher, qui sont la comparaison des courbes d'acquisition sur les compétences clés, typiquement les compétences IA, entre les hommes et les femmes. Okay. Et donc, en tant que DRH, vous pouvez très vite prévoir que dans quelques années, quand vous allez avoir besoin de staffer les bons rôles, qui seront les rôles probablement les plus importants, les plus critiques, les mieux payés, etc., qui seront des rôles à dominance ou requérant des compétences IA, mesdames de l'organisation ne seront pas forcément priorisées. Je dis ça avec un clin d'œil, mais on observe cela. Et ça, c'est un signal faible. Lorsqu'on regarde la donnée dans une organisation, quelle qu'elle soit, et qu'on voit qu'au bout de X années de prise de poste, un manager part à l'extérieur et qu'il part à l'extérieur dans une entreprise de la tech alors qu'il s'agit d'une entreprise manufacturière, il y a moyen de se poser des questions sur la qualité des parcours de carrière ou en tout cas la manière dont c'est présenté. Donc, toute forme de signaux faibles que la donnée permet de mettre en lumière. Et ça, c'est pareil sur la veille commerciale. Des entreprises qui utilisent Sales Insight ont la possibilité également de détecter des signaux faibles sur l'évolution des attentes de leurs clients, la manière de construire une stratégie commerciale pour leur force commerciale. On va aborder un sujet maintenant qui va intéresser beaucoup de gens. Je pense que c'est le sujet qui va le passionner le plus de monde, c'est les conseils. Et avant tout, je voulais vous faire part d'un petit remontée. On a demandé aux gens qui nous suivent sur les réseaux des avis ou s'ils avaient la chance de vous avoir en face de vous, les questions qu'ils pourraient vous poser. Globalement, c'est un plébiscite de l'outil. C'est-à-dire que tout le monde adore LinkedIn. Il y a un petit truc, un petit caillou dans la chaussure qui revient assez souvent, qui est une certaine forme d'instagramisation du réseau. En gros, certains nous disent c'était très professionnel, puis ça devient un petit peu Insta, quoi. Quel est votre regard par rapport à ça, vous ? Vous me corrigez si je me trompe, et j'imagine assez volontiers que ces remarques-là sont peut-être liées au sujet de la vidéo. Absolument. Alors, le sujet de la vidéo, on ne peut pas nier, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs, et on parlait tout à l'heure des modalités de formation, qu'aujourd'hui les professionnels utilisent la vidéo comme vecteur principal d'information et de formation. Parce que voilà, c'est rentré dans notre champ quotidien. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui n'est pas liée au vecteur, que ce soit réseau, écrit, etc., ou même photo, bannière, c'est l'évolution des conversations sur LinkedIn. Et l'évolution des conversations, il faut la voir également comme une chambre d'écho de ce qui se dit entre nous au restaurant de l'entreprise, dans l'open space, à la machine à café. Et de plus en plus, et probablement suite à la pandémie, nous abordons dans le champ professionnel des sujets qui sont un peu plus perso ou sociétaux, ou qui ne sont pas directement liés à j'ai rencontré mon client, j'ai tel Excel à faire ou que sais-je. Voilà. Donc le champ des sujets abordés de manière conversationnelle, c'est considérablement étendu. C'est une photographie de la vraie vie, en fait. Absolument. En revanche, et c'est probablement la raison pour laquelle vous avez eu un certain nombre de remarques positives. Ils ne savent pas forcément si c'est bien ou pas, en vrai. Mais je pense que c'est une tendance à suivre, à regarder avec beaucoup d'attention. Nous, notre priorité, elle est de garder cet ADN professionnel qui est nôtre, sous forme de vidéo ou d'autres. Et si demain, il existe un autre vecteur... Vous irez peut-être. Peut-être. Et en ce qui concerne les sujets de conversation de la même manière, mais en tout cas de garder cet ADN professionnel et surtout cet environnement de confiance qui fait qu'une marque ou un dirigeant dialogue en confiance, débat parfois de manière constructive sur LinkedIn, mais en tout cas sait qu'il peut y aller de manière sereine. Vous parlez de confiance, c'est un mot qui vous caractérise depuis le début de cet entretien. Pour avoir confiance, il faut savoir qui est-ce qu'on a en face. Le fléau des réseaux aujourd'hui, ce sont ces faux comptes qui pullulent un peu partout. Comment vous
Ben, vous faites attention à ça. Comment vous contrôlez ça? Alors, c'est un contrôle que nous avons opéré dès l'origine et aujourd'hui, les évolutions technologiques nous aident considérablement, Ouais. en particulier évidemment l'IA. L'IA. Et nous avons 3 natures de contrôle. La première, qui est celle que moi je vois quotidiennement, qui est l'autorégulation de la communauté des professionnels de LinkedIn. Lorsqu'on donne le pouvoir à une communauté, elle se régule d'elle-même. Absolument, et surtout une communauté professionnelle. Et ça, c'est vrai sur les profils, mais c'est vrai également sur les contenus. Première manière de réguler. La deuxième, évidemment, la technologie que j'évoquais précédemment. Et enfin, la troisième, nos équipes de régulation qui travaillent, et nos équipes, ce qu'on appelle Trust and Safety, en bon français, qui travaillent avec ces outils-là. Nous avons été les premiers, et sauf erreur de ma part, nous devons être les seuls à offrir une fonctionnalité gratuite de validation de votre profil, de certification de votre profil. Via le passeport, je crois. Absolument. Alors, ça peut être via le passeport ou via le mail professionnel. Il y a les 2 sujets. Et puis, une fonctionnalité également gratuite de certification des offres d'emploi, ce qui garantit aux professionnels que lorsqu'ils candidatent une offre d'emploi, c'est pas un truc d'arnaque un peu spécieux. Oui, ok. C'est pas les gratuits du coin qu'on avait à l'époque, toi. Quel conseil on voit aujourd'hui? Vous avez ce qu'on appelle donc les top voice. C'est ce qu'on appelle vulgairement les influenceurs, donc les gens qui font du poids. Comment on devient top voice? C'est quoi les meilleurs ingrédients pour publier malin? Certains disent je vais publier le jeudi, c'est mieux le jeudi. C'est quoi les conseils de la patronne de LinkedIn pour être malin, efficient, avoir une très bonne communication sur LinkedIn? Faire soi-même? Ouais. Alors déjà, il faut le faire soi-même, ça sans aucun doute. Mais pourquoi il faut le faire soi-même? La première, c'est que pour reprendre votre expression, pour avoir du poids, il faut surtout avoir de l'expertise. Et c'est ce qui est valorisé aujourd'hui dans le programme Top Voice, c'est que le programme Top Voice est construit sous forme de communauté d'expertise avec un certain nombre de verticaux et des communautés d'experts, donc dans le sport, dans la finance, dans la transition écologique, dans l'environnement start-up, etc., etc. Donc les gens, encore une fois pour reprendre cette expression des guillemets, qui ont du poids, sont ceux qui sont considérés et qui peuvent se permettre d'être considérés comme des experts. Donc on n'est pas du tout dans la sphère de l'influence, parce qu'une expertise, elle se construit sur la durée. Une expertise, elle doit être crédible et elle se légitime par son réseau et effectivement par les publications qu'on a. Par les publications qu'on a, deuxième conseil, de manière régulière. Alors donc, c'est quoi la bonne fréquence? Alors, la bonne fréquence, le conseil classique, c'est 1 à 2 fois par semaine. C'est ça, c'est la moyenne. Voilà. Trop publier, Comment on fait? on se dit, le temps qu'elle passe à publier, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Voilà. Oui, c'est vrai, en tout cas, moi, c'est la question, à titre personnel, c'est la question que je me pose. Là où quelqu'un qui, évidemment, va faire de la recherche, donner des cours, donner des compétences, des conférences, échanger avec d'autres, évidemment, va nourrir son expérience, sa visibilité, le point de vue qu'il va partager. Ce qu'attend la communauté des professionnels LinkedIn, c'est avant tout, encore une fois, de l'information et de la formation qui va leur être utile pour leur quotidien professionnel. Donc de l'expertise, oui. De l'expertise avant toute chose et une certaine régularité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas tromper le système. Pareil, prenons un de vos camarades de jeu Instagram, on peut le tromper. C'est-à-dire que c'est pas parce que, en fait, je peux ne pas être beau, je peux me rendre beau. Je peux ne pas être très intelligent, je peux me rendre intelligent. Sur LinkedIn, on peut pas feinter le système. C'est cette fameuse expertise. Il n'y a pas de moyen de surjouer ses compétences, son expertise, son professionnalisme. Alors, on peut toujours enjoliver un peu la vérité. Enjoliver, de même que sur ce plateau, on est arrivés tous les deux très bien maquillés. C'est vrai. Voilà. Merci, Stéphanie. Merci à l'équipe. Mais quand vous rentrez dans le bureau du recruteur, si vous avez enjolivé vos compétences, vous allez peut-être le faire une fois. Oui, vous allez vite vous apercevoir que vous perdez un peu votre temps. Un neurochirurgien, s'il ne l'a pas vraiment séduit à un moment donné sur la table d'opération, c'est très dur. Et si moi, demain, vous me recrutez comme dentiste, je ne suis pas sûre que... Voilà. OK. Où va Fabienne Arata 2030? Vous avez quoi dans la tête?
Qu'est-ce que vous allez faire pour LinkedIn? Qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce qui est dans les cartables? Peut-être une petite information sur ce qui viendrait, les choses qu'on n'est pas au courant, ou les gens qui ont des nouveautés, des choses comme ça. Il y a quoi dans les cartables de Fabienne Larata aujourd'hui? Dans le cartable de Fabienne Larata, mais de l'ensemble des équipes de LinkedIn, surtout, j'y reviens parce que c'est profondément important. Il y a le fait de rester fidèle à ce que nous sommes et fidèle à notre ambition d'origine. Pourquoi je dis ça? C'est que, encore une fois, notre ambition, c'est d'offrir un accès égal à l'emploi, au réseau et à la formation. Et aujourd'hui, beaucoup de sujets, parfois d'anxiété, peuvent se poser sur est-ce que moi, demain, en tant que professionnel, j'aurai toujours ce même accès égal à l'emploi? Voilà ce qui nous occupe tous les jours. C'est très important pour vous, c'est chevillé au corps des équipes et de vous. Oui. La chance à tout le monde, au même moment. À compétence égale. À compétence égale. À compétence égale, la faculté, ou à compétence égale, la faculté également de développer des compétences également, mais en tout cas d'accéder à l'emploi et de pouvoir construire son réseau sans aucun doute. Un réseau pour tous, vous pouvez nous en dire 2 mots? L'Alliance Un réseau pour tous, c'est un sujet qui effectivement m'est très personnel, que nous avons encore une fois un unique de LinkedIn porté par la France et maintenant repris dans d'autres pays. L'idée, la genèse remonte à 2018 où j'entends notre président de l'époque, Jeff Weiner, s'exprimer sur ce qu'on appelle le network gap ou le déficit de relations professionnelles. Et en fait, il avait fait travailler des équipes de data scientists pour regarder de manière très précise ce qui fait qu'un professionnel a ou pas un réseau fort. Alors, que veut dire un réseau fort? Un réseau fort ne veut pas forcément dire un réseau extrêmement large, mais un réseau qui vous permette de faire ce que vous avez envie de faire. Je prends mon exemple. Aujourd'hui, j'ai un réseau qui est principalement tourné RH, tech, entreprise. Si demain, j'ai envie de devenir dentiste, par exemple. C'est fort chez vous, quoi. Mon réseau, voilà, c'est un exemple un peu marquant. Ça va être un peu plus compliqué pour moi de rentrer dans cet écosystème. Qu'est-ce qui fait qu'un professionnel a un réseau plus ou moins fort? 3 piliers qui sont en fait les piliers du déterminisme social et en particulier de ce qu'on peut constater en France à certains égards. Le premier, c'est évidemment l'environnement socio-culturel dans lequel vous avez évolué et votre réseau, votre environnement amical et familial. Le deuxième, l'école ou l'université que vous avez fait ou pas faite. Certaines d'entre elles offrent cette possibilité d'avoir des réseaux d'anciens en particulier. Et puis aussi les entreprises dans lesquelles vous avez fait des stages, des alternances ou des expériences professionnelles. Si je prends l'exemple d'IBM, nous avions un réseau d'anciens d'IBM assez fort et beaucoup d'entreprises ont cultivé cela. Chacun de ces 3 ingrédients vous donne l'opportunité d'avoir un réseau 3 fois plus fort. Si vous cumulez les 3, c'est x12. Et pour vous donner un dernier chiffre, lorsque vous avez déjà une connexion dans l'entreprise dans laquelle vous candidatez, vous avez 4 fois plus de chances d'être recruté. Ah oui, c'est fou. Donc, si vous êtes un professionnel ou un jeune qui arrive sur le marché de l'emploi, qui avait l'envie, la motivation, le cultural fit que j'évoquais tout à l'heure, la volonté de vous impliquer et les compétences, mais que vous n'avez pas ces relations-là, vous êtes invisibilisé des recruteurs qui vous recherchent. Et lorsque j'ai entendu cela et je me suis dit, nous avons un rôle à la fois économique et sociétal en France pour tisser des liens. Et donc, je suis revenue avec cette idée-là auprès de quelques DRH ici en France et je leur ai dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils étaient 6-8. À eux 6-8, ils représentaient à l'époque environ 1 million de collaborateurs avec toutes leurs entreprises autour de la table. Imaginez que chacun d'entre vous soit en capacité de mobiliser juste 5% de vos équipes. On est immédiatement en capacité d'offrir 50 000 connexions ou relations à des gens qui n'en ont pas. Et donc, chemin faisant, on a mis des DRH autour de la table, des associations, des entreprises, des organisations de l'économie sociale et solidaire. Elisabeth Moreno et Thibaut Guilly nous ont soutenus au démarrage, donc c'était il y a 5 ans. Et nous avons eu, dès le début, 30 collaborateurs de LinkedIn en France engagés
pour pouvoir faire ça on top de leur job. On fait tout ça en plus de notre quotidien, évidemment, et aujourd'hui... Ça vous honore et ça ressemble à ce qu'on dit depuis le début. C'est très humain. C'est pas de la tech ou tout ça. C'est très peu de tech finalement. La tech nous aide beaucoup. Oui. Si on n'avait pas la tech, on ne pourrait pas les connecter. Oui. Si j'avais pas la tech, je ne pourrais pas... Mais l'envie profonde d'aller être humaine. Oui, absolument. Mais sans la tech, Oui, oui. je n'aurais pas été capable de vous citer les chiffres Absolument. que je vous ai cités. Et donc, je ne serais pas capable d'évangéliser sur cette prise de conscience. Absolument. Un mot pour les entreprises qui nous regardent et puis qui auraient peut-être un peu de mal avec la techno, les petits PME, les petites choses. L'importance d'être sur LinkedIn. Peut-être les 3 conseils de Fabienne Narata pour leur dire allez-y. La première des choses, c'est que pour les entreprises, la manière d'utiliser LinkedIn, il y a 3 grands registres. Le premier, c'est pouvoir recruter. Oui. Et recruter de manière très ciblée, beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Pour pouvoir le faire, ça veut dire incarner son entreprise, son aventure entrepreneuriale, qui sont les dirigeants et puis aussi comment est-ce qu'on vit dans cette entreprise-là. Donc faire en sorte que les collaborateurs également s'expriment et exposent leur expertise, la partagent. Lorsque les collaborateurs exposent et partagent leur expertise, évidemment, ça participe au rayonnement de l'entreprise. Alors, d'une part, pour recruter, mais aussi sur le deuxième volet, qui est la prospection et le développement commercial. Je suis un client futur d'une entreprise de conseil, d'audit, de finance ou de recherche, d'innovation, parce que je vais voir les collaborateurs partager leur expertise sur un certain nombre de sujets. Forcément, je vais me poser la question et je vais engager une conversation. Et quand j'aurai besoin d'eux, je vais y penser. Deuxième manière d'utiliser LinkedIn pour sa prospection commerciale, évidemment, auprès d'une audience qui est très qualitative. Et puis enfin, troisième et dernier sujet, communiquer, encore une fois de manière très ciblée, sur son offre, sur son produit, sur sa marque employeur et pour les personnes. Et ça, c'est un cercle vertueux. Sur ses valeurs. Sur ses valeurs, absolument. Justement, c'est une question très perso que je vais vous poser. Je n'arrive pas à répondre à cette question. Est-ce que vous pensez que les valeurs d'une entreprise ont remplacé quelque peu le produit qu'elle défend ? Je suis en train de me demander ça, c'est est-ce qu'on ne s'intéresse pas plus à une entreprise pour ses valeurs, pour ce qu'elle défend, pour ses valeurs RSE, plutôt que pour le produit qu'elle défend ? Non, je pense que les deux Sont d'arrivée égale presque. Ne peuvent plus aller l'un sans l'autre. Voilà ça. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les consommateurs, mais également les candidats et les collaborateurs, je dirais à valeur égale du produit, que ce soit en termes de fonctionnalité, d'innovation, vont être extrêmement exigeants sur les engagements sociétaux divers et variés que va prendre l'entreprise et surtout sur la manière dont les dirigeants vont réellement l'incarner. Merci beaucoup Fabienne Narata pour ce temps que vous nous avez donné. Avec grand plaisir. Vous viendrez de temps en temps nous donner des actualités sur LinkedIn. On vous retrouve bien sûr partout sur les réseaux. Sur un petit logo bleu que vous avez tous dans votre poche. C'est facile à retrouver. Vous qui nous regardez, on se dit à très vite pour un prochain numéro de Dixit. D'ici là, tâchez d'être heureux, parce que vous savez, le reste, ça suit toujours. Bye bye.